Salut les Marks, salut les Smart, salut les Smarks, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Oui, oui, nous sommes à SmackDown live au WWE Thunderdome Tampa, Florida, USA pour le 1131e SmackDown. 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 Alors, voilà, après ce gros botch, vous m'avez peut-être reconnu. Je suis votre botcher masqué, je suis votre dinosaure, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review toute bleue, vous l'avez peut-être entendu, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode de SmackDown, laissez-moi introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Salut, bonjour les petits enfants. Comment ça va? Ça va très fort. Et ben écoute, une tag team Papy Tonton, entouré aux commentaires de SmackDown de Michael Cole et Pat McAfee, qui, ça y est, il est lancé, il est dans les starting blocks, le Pat McAfee. D'entrée, on peut dire, qu'est-ce que t'en penses là, de ce premier et deuxième run de Pat McAfee? Moi, je suis plutôt satisfait. Il est bien dans l'ambiance, bien dans le ton. Il est agréable à écouter en fait. Il arrive bien en plus. Je pense. J'ai l'impression qu'il a envie de bien faire. Et donc ça, c'est agréable à écouter parce que souvent, il s'investit un peu dans le truc. Il essaie de mettre un peu over tout le monde. Donc j'aime bien son style. Eh bien écoute, je confirme, moi j'en étais pas un grand aficionado quand il était à NXT. Mais j'avoue que là, deuxième émission à SmackDown, et le Pat McAfee, eh ben, il me convainc de plus en plus aux commentaires. Je trouve que c'est assez sympa, sa voix est assez agréable, il articule bien, il connaît plutôt bien les prises, il semble bien affilié dans les storylines. Donc jusqu'à présent, c'est plutôt une bonne surprise. Donc même si j'aimais beaucoup Corey Graves à SmackDown, mais bon, il est passé à Raw, donc il est pas très loin quand même. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, vous savez un peu, on est à l'après WrestleMania, là, on est lancé vers le pay-per-view Backlash. Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, les choses vont reprendre quasiment là où elles ont fini, puisque on va débuter ce Friday Night SmackDown avec Cesaro sur le ring, qui va commencer à parler. Alors, je l'annonce d'entrée, on va avoir un énorme bloc de quasiment 30 minutes pour ouvrir ou pour prolonger ce SmackDown, qui va être entièrement consacré à la title picture du titre suprême, du titre universel. Donc SmackDown a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Donc le Cesaro qui a débuté le show, lui, il va être en fait très très vite interrompu par Seth Rollins, qui va d'abord le féliciter d'avoir gagné à WrestleMania, décidément, j'ai dit Les gars. WrestleMania, voilà, il lui dit que c'est un peu grâce à lui finalement qu'il lui doit des remerciements, parce que s'il a atteint son plein potentiel, c'est grâce à cette rivalité avec Seth Rollins. Cesaro, lui, il est un peu saoulé, il lui dit que voilà, lui, il considère qu'il en a terminé avec Seth, quoi, et que c'est sur le titre universel qu'il veut être focus. Mais Rollins, il dit qu'il n'est pas d'accord et que de toute façon, plus jamais Cesaro ne le battra. Les deux commencent à se confronter. Là-dessus, on a Main Event Jey Uso qui fait son entrée et qui nous annonce que il est complètement raccord avec Seth Rollins. Cesaro lui comprend pas, il dit mais attends, mais tu mérites pas d'être sur le même ring que Roman Reigns déjà, alors c'est pas moi que tu vas battre comme Rollins ou quoi. Donc apparemment il a c'est un peu chaud là pour Cesaro, ça commence mal d'entrer Rollins et Uso qui commencent à être bien menaçants. Heureusement, on a un American Dragon qui s'appelle Daniel Bryan qui va apparaître pour venir défendre notre cyborg suisse. Le dragon, il va réussir à faire un peu reculer Rollins et Uso, et un peu se moquer. Il va féliciter son poteau Cesaro, quoi, pour dire qu'il mérite véritablement un match de championnat pour tout le travail acharné que réalise Cesaro depuis toutes ces années à la WWE. Et il fait d'ailleurs une comparaison un petit peu acide avec Roman Reigns, quoi, en disant que lui, s'il est là, c'est surtout grâce à son nom. Et là-dessus, Brian, carrément, il va nous faire du booking en direct et il va proposer à Rollins et à Uso un tag team match playa
Même si d'ailleurs il est quand même assez aware, notre ami Daniel Bryan, parce qu'il se doute que Roman Reigns va finir par arriver et que la balance sera déséquilibrée à un moment ou un autre. Il croit pas si bien dire le Daniel Bryan, parce que Roman Reigns à ce moment-là fait son entrée avec Paul Heyman. Il rappelle à Bryan que lui, malgré tout ce qu'il dit sur son nom et tout ça, en fait, il a travaillé dur pour être là où il est, que tout ce qu'il a subi là, il y a 2 semaines, et voilà quoi, que malgré tout ça, Daniel Bryan et Cesaro, vous êtes des perdants. Vous êtes des perdants de top niveau. Vous êtes des perdants de main event. Alors, bonne chance pour votre match. On va faire un premier break à ce moment-là pour te donner la parole, mon papy. Alors, ça commence d'entrée avec le pitcher. Ça t'a satisfait? Ouais, là, on est entré vite dans le vif du sujet plutôt, avec, des grosses têtes d'affiche là de SmackDown, du Rollins, du Bryan, du Main Event des Usos, du Reigns et puis du Cesaro Ah qui oui. qui s'incruste un peu dans cette histoire. Heu, Là, on a tout de suite vu en fait que le principe ça allait être de ne pas faire trop parler Cesaro. Donc du coup, à chaque fois qu'il allait parler, il était soit interrompu, soit c'est Bryan qui reprenait la main pour lui dire: «Attends, mon coco, cherche pas, Bryan va te gérer» et donc c'était plutôt sympa. Le on Comment dire? C'est une bonne continuité par rapport à la semaine dernière. Ça permet de vraiment rester dans le même thème et j'ai trouvé ça plutôt sympa comme interaction à plusieurs. C'est toujours sympa quand ils sont plusieurs à se tirer la bourre, hein. Ouais. Là-dessus, écoutez, on va rentrer dans le fameux tag team match booké par Daniel Bryan himself. Donc Cesaro Daniel Bryan versus Jey Uso et Seth Rollins. Alors là, mes amis, je ne me souvenais pas depuis quand j'avais pas vu un match aussi long à SmackDown, puisqu'on va avoir un match de 19 minutes entre les 4 zozos. Et alors là, je peux vous dire que tout va y passer. Euh, Comme les 4 en plus sont à l'aise et on sent qu'ils ont de toute façon l'habitude de bosser ensemble, ça va leur permettre à chacun de passer leur moveset. Daniel Bryan va passer son temps à mettre over Cesaro, à provoquer des hot tags, à faire tout ce qu'il faut pour que le Cesaro soit montré très fort. Et ça marche plutôt très très bien. Vraiment, c'était vraiment, ça allait à une vitesse assez incroyable. Le Cesaro, évidemment, va pas donner son reste, mais le Jey Uso et le Seth Rollins, nos amis Hill, vont pas se laisser faire non plus comme ça. Hein. Ça va super kicker, ça va Falcon arrowiser, ça va envoyer dans tous les sens. Vraiment un match assez fantastique. Et malgré que pendant tout le match, Daniel Bryan va tout faire pour porter over, mettre over notre ami Cesaro, moi j'ai été assez surpris puisque finalement à la fin c'est quand même lui qui va coller son running knee sur Jey Uso pour la victoire. Il va d'ailleurs, juste après le pin, et reprendre le micro et demander à Roman Reigns de revenir. Hein, et voilà, et direct, il rechoppe le micro. Pendant ce temps, notre ami Cesaro, il va s'amuser tout simplement à coller un gros swing à Jey Uso sous le regard moqueur du Daniel Bryan. Bryan, d'ailleurs, il en profite pour clamer bien fort que Reigns, en fait, il a peur de perdre son titre parce qu'en fait, il ne sait pas garder son titre sans que Jey Uso n'intervienne dans l'affaire. Alors là, mon papy, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team et de ces 20 minutes de catch offerts par la Fox? Ouais, là, on est la totale. On a eu, le catch avec effectivement les 4 gars qui peuvent s'en donner à cœur joie. Effectivement, un Cesaro qui était ultra mis over par, l'histoire du match avec, c'était tout le temps, Bryan qui était en difficulté et lui qui venait pour sauver et au final, c'est Bryan qui gagne quand même. Donc, bon, effectivement, ça va choquer sur le coup. On verra plus tard, que finalement, c'était peut-être la bonne idée à faire par rapport à cette histoire et puis voilà, donc c'est vraiment plutôt sympa et puis le truc derrière qui enchaîne avec le Uso qui est complètement, capturé par les gentils puis qui se fait massacrer, c'est limite de la torture quoi, les swings pour que, Roman, intervienne. Donc c'était plutôt bien senti et franchement, c'est vrai que tu l'as dit, que ce soit au micro ou dans le ring, Bryan là, il est en mode, «Je vais aider mon copain Cesaro». Ouais, et puis alors des faces en plus en mode taquin quoi. En mode sadique même, j'ai presque envie de dire quoi, parce que tout le segment final avec le pauvre Jey Uso qui se fait démonter par le Cesaro pendant que Daniel Bryan est dans sa posture typique là, assis sur le haut du turnbuckle, à encourager le Suisse. C'était incroyable. Écoute, moi je n'en revenais pas. Je regardais le match, je me disais: «Ah c'est bien et tout, c'est sympa tout ça quoi» et puis 4, 5, 6, 7, 10 minutes passent.
Je dis: «La vache, qu'est-ce qu'ils s'envoient les mecs, quoi?» 12 minutes, 14 minutes, 15 minutes. Je dis: «Mais c'est un truc de dingue, mais il se passe quoi là?» Et finalement, voilà, on a été presque au bout des 20 minutes, quoi. Donc vraiment, vraiment, superbe surprise. Un des plus gros matchs et un des plus beaux matchs que j'ai vu à SmackDown depuis le début de l'année, même si SmackDown, globalement, nous offre régulièrement depuis le début de cette année 2021 des bons matchs, mais c'est souvent assez court. Là, pour le coup, ils ont pris leur temps, ils ont vraiment installé la storyline avec tous les mecs concernés par l'affaire. Voilà, segment micro, match, resegment micro, tout ça dans une ambiance de folie. Et ben écoute, voilà, premier bon point, un SmackDown qui démarre à fond la caisse, à fond les ballons. Mmh, ouais et puis tu voyais en fait, genre je me rendais compte à longueur quand je voyais les pages de pub qui tournaient, ils disaient: «Putain, ils reviennent après la pub, c'est toujours le match, c'est toujours le segment micro». Ils ont pas arrêté, les mecs qui ont regardé ça, en live aux États-Unis, ils ont dû se dire: «Putain, mais ils sont là tout le temps quoi, on revient de pub, ils sont encore là les gars». Ouais, non, vraiment, vraiment superbe là, vraiment. Et puis Jey Uso aussi, hein, on peut parler aussi vite fait du cousin parce que franchement, bah, moi, il m'impressionne, hein. Il job très souvent parce que c'est un peu son rôle dans la storyline, c'est souvent lui qui paye les pots cassés. Mais finalement, le Jey Uso, il est incroyable. Et puis, on va glisser un mot aussi sur Seth Rollins quand même, quoi, parce que Seth Rollins, là, mine de rien, sans crier gare, avec ses costards bigarrés, et ben, il est en train de petit à petit s'installer dans le main event picture de SmackDown. Et alors, il a un alignement heel, donc du coup, c'est un petit peu complexe vis-à-vis de son ancien poteau du Shield. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette incrustation du Seth freaking Rollins dans cette affaire? Alors en tout cas, c'est bien, c'est qu'ils restent dans le coin. Après je sais pas si, alors je sais pas comment faire pour tourner le truc pour, réussir à vraiment le mettre dans un main event. Est-ce que plus tard ils feront des matchs à plusieurs ou pas? Là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire de Cesaro pour l'instant. Après, j'attends de voir. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il se repositionne, quoi. Après toute une année à crever des yeux là, ça y est, là, il se repositionne lentement mais sûrement dans le haut de la carte. Exactement, voilà, haut de la carte dans lequel il fait partie depuis tellement d'années, de toute façon, que c'est pas forcément étonnant de le voir revenir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, la situation est tellement vampirisée à SmackDown par le chef tribal, par la tête de la table, que du coup, c'est vrai que bah, venir se faire une place en ce moment dans le main event, c'est compliqué. Et je trouve que Rollins là, effectue un retour de toute beauté et est complètement intégré dans l'histoire. Et ça paraît absolument pas déconnant. Yep. Alors, on continue. On va se retrouver en backstage où on va retrouver notre champion intercontinental, notre Apollo Crews, qui est avec son enforceur, son commandant Aziz, qui est avec Sonia Deville et Adam Pearce. Et il explique tout simplement bah, que ce soir, il refuse de défendre son titre intercontinental et encore surtout pas contre Biggie, quoi. Alors Adam Pearce, quand même, dans son rôle d'officiel, il lui dit que bah, si, Biggie, quand même, il aura sa chance quand il sera un peu rétabli parce qu'apparemment, il est plus ou moins blessé. Mais du coup, il va tout de même défendre son titre et ce titre, il sera défendu face à Kevin Owens. Papy, on nous balance Kevin Owens dans l'Intercontinental Picture. Là, sur le coup, moi, j'étais sur le cul parce que je me suis dit: «Ah, ils vont nous ressortir un Nakamura ou un je sais pas qui que où tu te où l'autre l'a mis, Apollo Crews va se prendre une victoire facile» et puis là, boum, il t'annonce Kevin Owens. Là, j'étais bien sur le cul et bien, du coup, impatient parce que je me suis dit: «Putain, mais comment ils vont faire avec, avec Kevin Owens là?» Ça il est vachement haut dans la carte par rapport à Apollo Crews. Ça va être, compliqué pour, Crews de gagner. Ouais, mais bon, d'office, ça nous annonce un nouveau match dans ce SmackDown qui va être sympa, quoi. Alors, il y aura un autre petit segment backstage avec Kevin Owens. On va faire tout de suite un bloc Intercontinental Championship aussi, hein. Kevin Owens, il va lui être aussi en interview avec Kayla Braxton. Il dit qu'il est, bah voilà, il est hyper satisfait d'avoir un match de championnat pour le titre intercontinental. Là-dessus, Biggie qui débarque et qui explique qu'il s'agit de son titre à lui. Tous les mecs qui ont été champions intercontinentaux, tous, ils disent tous que c'est leur titre, hein. Je sais pas si tu as remarqué. Et, Oui. euh, et il explique que lui, il veut un rematch. Kevin Owens, il lui dit ok, d'accord, mais ça sera pas pour ce soir. Là-dessus, on va directement vers le match annoncé, le Apollo Crews versus Kevin Owens. Pendant ce match, on va avoir l'apparition du Sami Zayn qui va venir rejoindre la table des commentateurs pour faire office pendant la durée du combat. Un combat à nouveau qui va durer 13 minutes 40. Oh là 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 là.
Alors là, attention, à SmackDown, on est dans la folie et on peut dire que là, Kevin Owens et Apollo Crews, bah, à l'image du tag team d'Opener, se sont envoyés, mais alors puissance 10. Et même dans certains passages un peu compliqués sur certaines phases un petit peu aériennes ou pas, je pense en particulier à Apollo qui va tenter de placer un Olympic Slam qui va être contré par Kevin Owens, mais en contrant, il va se déséquilibrer, mais le mec est tellement bon techniquement que même en se déséquilibrant, il va réussir à récupérer ça avec un arme drague de toute beauté. Voilà, avec un commandant Aziz qui est complètement absorbé par ce qui se passe, qui est une ring qui nous fait des grimaces pas possibles et on sent qu'il, par la pensée, essaye de protéger son Apollo Crews chéri, mais ça va pas passer quand même parce que Kevin Owens va revenir plusieurs fois, va sembler vachement dominateur. À un moment où on se demande même après un ou deux near falls s'il va peut-être pas gagner la mise, qui serait quand même une sacrée surprise de la soirée. Mais finalement, le commandant Aziz, il pouvait pas rester ringside comme ça. Il va finir par distraire notre ami Kevin Owens et SmackDown va retrouver les bonnes habitudes puisque Apollo Crews va gagner le match au bout de ces 13 minutes 40 avec un roll-up. Et Mais oui, eh oui, mais ça va pas quand même plaire des masses d'ailleurs ce roll-up à Kevin Owens parce que juste après le match, Kevin Owens il va s'offrir un stunner superbement vendu par Apollo Crews. Et ça va pas du tout être du goût du commandant Aziz qui va attaquer direct le Kevin Owens. On se retrouve avec un Master and Commander dans la gueule. Et là, ça va mal se passer pour Kevin Owens qui se fait tabasser. Il se retrouve au sol. Sami Zayn là-dessus, il en profite pour monter sur le ring pour venir se moquer de son meilleur ami ennemi. Et il va nous offrir une petite danse de folie pour clôturer ce segment de l'Intercontinental Championship. Mon papy, que de choses à dire. peu de choses à dire effectivement, donc comme je disais, un match surprenant. L'affiche était alléchante et vraiment surprise et au final, ils se sont bien donnés tous les 2. Les 2, ont été plutôt montrés très forts. Owens qui est sur le point de gagner, mais qui se fait déconcentrer, bah, c'est un face, c'est normal, hein. Il y a quand il y a trop de heal autour du ring, ça devient trop compliqué à gérer et donc il se fait prendre par un roll-up, magique, qui le cloue pendant 3 secondes au sol. Mais voilà, c'est au moins il est protégé comme ça. C'est mieux à la limite un roll-up que s'il avait pris la prise de finition d'Apollo Crews et qu'il soit fait mettre KO en 2 secondes, quoi. Donc c'est plutôt bien et effectivement le commandeur Aziz là, il nous fait un espèce de coup de pouce là dans la glotte là qui a l'air de faire très, 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 très mal. Ouais, ouais, ça a Là l'air pour le coup d'être douloureux. ça l'a bien étalé le Owens et puis, bah, Zayn qui est complètement toujours aussi taré quoi, qui nous a fait offert des magnifiques commentaires et puis qui une belle danse de la victoire, je pense qu'il surfe un peu sur cette danse qu'il avait fait avec, Logan Paul parce qu'il a lancé aussi un t-shirt, de Oui. mémoire, je crois que c'est pour la série ou un truc comme ça ou un truc, caritatif, voilà, je ne trouvais plus le terme, là-dessus donc c'est voilà, il surfe sur cette vague-là et puis voilà, il joint l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. C'est notre chère Bébélu Johanna en exclusivité sur notre Discord qui s'est offert d'ailleurs le fameux t-shirt de Sami Zayn au passage. Ah bah, voilà, bah, bon choix, Johanna, il est magnifique. Et on termine ce bloc intercontinental qui aura été riche avec une dernière interview d'Apollo Crews un peu plus tard qui sera voilà, interrogé par une nouvelle, hein, je crois, hein, à SmackDown, en l'occurrence Megan Morant, qui va venir lui poser quelques questions. Mais pendant ce moment, qui va en profiter? Eh bien, tout simplement, le Biggie qui va venir attaquer Apollo Crews par derrière pendant que le commandant Aziz n'était pas encore arrivé. À ce moment-là, les officiels débarquent et viennent écarter notre ami Biggie des affaires. Et c'est Aziz qui vient voir si tout va bien pour son patron et qui lance un regard qui en dit long. Je pense que ça va chauffer pour Biggie. Alors du coup, là, à l'image un peu de la title picture, sur l'Intercontinental, on a un espèce de groupe là qui se forme là avec Kevin Owens, Sami Zayn, Commandant Aziz, Apollo, Biggie. Eh ben mon papy, il y a de l'action dans l'Intercontinental Picture. Il y a du monde pour ce titre intercontinental. Alors je sais pas s'ils vont tous y rester, je t'avouerai, parce que Owens et Zayn, ça peut très bien y rester, comme ça peut repartir, parce que pour le coup, il y a pas de
comment dire? Il y a pas non plus de drame dans ce qui s'est déroulé. Il a perdu certes, Owens, mais c'est pas non plus, comment dire? Une défaite qui va, forcément signifier revanche. Enfin, en tout cas, je pense. Mais ça me ferait plaisir en tout cas s'il restait parce que Owens, au niveau intercontinental, c'est toujours un plaisir. Mais ouais, effectivement, là, il y a du ça tourne, ça tourne, ça tourne, bon par contre, Aziz là, il a un peu merdé, hein. Je pense qu'il est passé à 2 doigts de bien se faire engueuler, parce que, bah, il a complètement pas assumé son rôle de chef de la sécurité. Il s'est barré comme un con, puis du coup, bah, voilà, tu surveilles pas 2 secondes, Apollo Crews, mais il s'est pété la gueule. Ouais, ouais. Voilà, donc le commandant Aziz, hein, ça y est, hein, commence à s'affirmer complètement en tant que personnage et enforceur, garde du corps de Apollo Crews. Et voilà, les premières vraies interactions commencent avec lui. Je pense qu'on va pas tarder à le voir aussi dans le ring. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, beaucoup d'action du côté de l'Intercontinental. On va quitter cette belle ceinture pour là, cette fois-ci, s'intéresser aux femmes. Alors, la division féminine de SmackDown, mais en l'occurrence d'abord la division par équipe. On va avoir un single match entre Tamina et Nia Jax, totalement anecdotique, hein, mon papy, hein, puisque ça va être un match qui va durer 2 minutes 35. Mais ce qui est vraiment à noter dans ce match-là, c'est tout d'abord que le finish sera totalement dégueulasse. Tamina va passer un super kick à Nia Jax et après elle va en profiter pour coller un roll-up. Et alors là, pourtant un roll-up quoi, et ben un roll-up complètement foiré, autant de la part de Tamina que de la part de Nia Jax. L'impression visuelle était désastreuse. et, euh, et voilà, ce qu'on peut retirer de ce match surtout, c'est la victoire de Tamina qui renforce définitivement la montée en puissance de l'équipe Natamina, qui vont dorénavant, je pense, complètement s'afficher en tant que number one contender aux ceintures de Nia Jax et Shayna Baszler. Et comme on l'a déjà dit lors d'Euro, je crois, avec Yerem, avec El Patron, je crois que c'est la meilleure des choses qui pourrait arriver à Nia Jax et à Shayna Baszler, et tout simplement à ce titre par équipe féminin, papy. Ouais, ce serait la meilleure des choses. Tu as oublié un truc, comme il y a le retour de Reginald Oui, ou ah ça me oui, 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 le Québécois est de retour effectivement avec Nia Jax. Oh, lui aussi, alors, un peu à l'image de Seth Rollins, hein, lui aussi un grand fan des costards bigarrés en tout genre. Mais effectivement, c'est vrai, oui, l'ancien du Cirque du Soleil est de retour. voilà et donc bon, ça faisait plaisir de le revoir. Alors je suis partagé parce qu'en fait, moi, c'est une rivalité que j'aime bien, mine de rien, parce que je trouve que, heu notamment à WrestleMania, les 2 anciennes ont vraiment bien fait le taf et au point de gagner le cœur du public, donc j'ai trouvé ça super bien. Du coup, je trouve ça très bien qu'ils capitalisent un peu dessus puis qu'ils lancent l'affaire en prévision de Backlash, WrestleMania, voilà, je ne crois plus le nom. Ce qui est gênant, c'est que c'est la façon dont c'est fait, en fait. Là, les matchs ultra courts à chaque fois. Je pense qu'il ferait mieux peut-être de ne faire l'histoire qu'une semaine sur 2 ou 2 semaines sur 3 ou j'en sais rien et quitte à de temps en temps les faire juste apparaître en vignette, au micro 2 secondes et puis garder un peu plus de temps pour la semaine d'après. Là, du coup, à vouloir les mettre toutes les semaines, bah, du coup, ils arrivent pas à rendre des segments intéressants. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent une apparition de 30 secondes cette semaine-ci et qu'ils mettent en plus l'accent sur, les autres filles et que la semaine prochaine, ils leur laissent, par exemple 5-6 vraies minutes, quoi. Ça aurait été plus intéressant que ce qu'ils font là. Je C'est dommage parce que moi, pour le coup, j'aime bien cette confrontation, de muscles, on va dire, dans la division féminine. Parce que là, il y a vraiment les Tamina, Nia Jax, et même, Baszler et Natalya, c'est pas de la cruiserweight, hein. Ah non, je suis d'accord. Après, moi, je te rejoins, hein. Je suis vraiment satisfait de voir Natalia et Tamina dans le haut de l'affiche sur cette ceinture-là. C'est plutôt cool. Moi, je les avais même donné vainqueurs à WrestleMania parce que je pensais vraiment que ça devait être la fin pour Nia Jax et Baszler avec ce titre et qu'elles basculent sur sur la division individuelle. Donc, voir les deux vétérans en haut de l'affiche comme ça me plaît bien. Je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que le segment a plutôt bien été exécuté, à part ce fameux finish complètement pourri. Mais ça, on peut pas leur en demander trop non plus. Mais je trouve que c'est bien. En plus, moi, je marche un peu sur le mérite sur ce coup-là. Et je trouve que vraiment Natalia et Tamina mériteraient vraiment cette ceinture. Je pense que ça récompenserait quand même toutes leurs années de taf et de gros taf. Et du coup, je trouve ça
plutôt bien foutu et c'est plutôt pas mal, quoi. En plus, bon, voilà, comme le match était court, ça on peut pas dire que ça faisait perdre du rythme à l'émission. Ça s'est plutôt bien situé. En fait, ce match, il se situait voilà, entre la fin de l'intercontinental, enfin entre les segments intercontinentaux et le match intercontinental. Donc c'était plutôt bien placé et c'était plutôt agréable à suivre. Donc j'ai pas de mal particulier à dire et je suis plutôt satisfait pour Tamina et Natalia. Voilà, quoi. Après, moi je reste toujours complètement extatique sur le traitement de Shayna Baszler. Et puis Nia Jax, bah, qu'elle redevienne un monster heel en solo. Je pense que c'est le mieux à faire quitte à ce qu'elle garde notre ami Reginald comme valet, pourquoi pas, de toute façon. Mmh. Si jamais il y a vraiment de l'alchimie entre les deux, eh ben, autant les garder. Peut-être que ça permettrait aussi de soulager un peu Nia Jax au micro parce qu'elle est tellement mauvaise dans l'acting que je pense que Reginald pourrait faire cet office-là et ça pourrait être très bien, un peu à l'image de ce que fait Robert Stone à NXT, finalement. Oui, bah, oui, non, mais c'est en plus là, les physiques sont quand même vachement compatibles, quoi. Il est tout petit, Reginald, et Nia Jax est vraiment imposante. Donc là, pour le coup, il y aurait aucun souci là-dessus, quoi. Mais ce qui me fait chier, en fait, c'est de me dire que lundi, ça va repartir à, «De toute façon, je t'ai poussé, attention, gna 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 gna, j'ai glissé, Diane est tombée sur ton cul», c'est un peu bizarre la division tag team, féminine, c'est que d'un show à l'autre, c'est vachement sérieux, vachement violent ou vachement débile. Ouais, allez, on reste dans la partie des femmes. Alors d'abord indirectement, puisqu'il va y avoir en backstage une interview des Dirty Dogs, les champions par équipe de SmackDown masculin, en l'occurrence Robert Roode et Dolph Ziggler, qui sont interviewés par Kayla Bristol, qui donnent un peu leur pronostic sur leur prochain challenger. Au moment où ils sont en train de passer ça, il y a Montez Ford et Angelo Dawkins qui apparaissent et qui disent qu'ils veulent se remettre dans la course au titre. Là-dessus, il y a Bayley qui intervient et en s'adressant finalement à Montez Ford, qui est le mari de Bianca Belair, et elle lui explique tout simplement qu'elle va battre Bianca Belair à Backlash. Un peu plus loin, la rôle modèle, elle se retrouve justement avec Bianca Belair et elle va dire à la championne que voilà, que c'est fantastique, qu'elle est une superbe championne, etc. Mais qu'elle est surtout honorée d'être la première challengeuse au titre. Tout ça sur un air très respectueux, j'ai envie de dire. Elle repart, mais finalement, elle revient pour dire qu'elle rigolait et que en vrai, elle va mettre une vraie rouste à Bianca Belair à Backlash. Et là-dessus, elle part dans un rire satanique qui laisse notre amie Bianca Belair interloquée. Mais j'ai envie de dire, Bianca, tu l'as voulu, tu l'as demandé, tu l'as obtenu, puisque Bianca Belair n'arrête pas dans les réseaux sociaux de vouloir se comparer aux Four Horsewomen et dit et clame haut et fort qu'elle veut battre les 4 Horsewomen. Et ben après Sacha, voici Bailey, mon papy. Ouais, enfin, sauf que Bayley l'a déjà battu, vu Oui, que oui. c'était justement Bayley qui l'a lancé un peu sur l'autoroute du succès, Bianca Belair. Donc c'est un petit peu un petit retour en arrière. Après, c'est un Mais petit retour en arrière que c'est dans le cadre des ceintures, en fait, Bianca Belair qui a dit sur les tweets. ah En oui, fait, d'accord, qu'elle veut les battre pour les ouais, titres. D'accord. elle veut les battre pour les titres. Elle veut en fait se faire Charlotte, Becky, Bailey et Sacha avec des ceintures en jeu pour montrer qu'elle est la plus forte de l'histoire du business. Dac, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est un bon objectif. Elle pourrait y arriver en plus, hein, je pense, Bianca, c'est vraiment un phénomène physique, je trouve, dans le ring. Et bah, en tout cas, moi, je ne crache pas sur cette rivalité qui, pour le coup, m'intéresse bien. Par contre, j'ai toujours l'impression que le booker des filles à SmackDown, enfin, même à la WWE, de toute façon, il a pas envie de se faire chier, quoi. C'est ça qui nous met des belles affiches, mais par contre, pour la construction, c'est: «Allez hop, bah, ça sera Bayley à Backlash, hein. Allez hop, c'est Ouais. terminé, vous faites pas chier, c'est annoncé, c'est comme ça sera fait». Moi, l'affiche me va bien, il pourrait peut-être faire un peu plus d'efforts, je trouve. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, je pense alors là, c'était particulier dans ce show-là où ils ont pas mis énormément d'appui sur la ceinture, homme principale, qui du coup laissait moins de temps pour le reste. Mais je pense qu'ils devraient peut-être faire moins de segments, systématiques sur les filles ou sur les tag teams féminines et cetera et puis laisser plus de temps à des segments un peu plus longs, un peu plus expliqués. Là, s'ils avaient viré les tag teams féminines et mettaient plus de temps pour expliquer que Bayley et Bianca s'affrontaient au prochain Backlash, ça aurait peut-être été plus sympa. Après voilà, tant que ça se fait pas toutes les semaines, les segments micro entre les 2, ça ira. Parce que c'est un peu ce qui nous avait fait chier avec Sacha et Bianca, c'est que toutes les semaines elles papotaient, quoi.
Donc j'espère qu'elles vont vite, mettre les poings dans la gueule. Voilà, en tout cas, ça nous annonce de la baston, cette affaire. Et je suis d'accord avec toi sur le principe que c'est vrai que voilà, Bayley s'autoproclame finalement number one contender pour WrestleMania Backlash. Alors, je sais pas si je vais continuer à utiliser ce terme de WrestleMania Backlash là, mais bon, c'est comme ça qu'il l'appelle à vrai dire. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre ça. Mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, cette affaire. Mais d'un autre côté, je me dis que Bayley, elle mérite. Finalement, elle a été écartée de WrestleMania, où elle n'aura eu qu'un rôle subalterne et où elle n'aura même pas catché. Elle est relancée dans le show bleu du vendredi soir. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que quand même, elle a quand même tenu le titre, là, le record de règne, quoi, hein, je crois, pour le titre de SmackDown. Mmh. Elle a quand même bien animé toute l'année dernière. Donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'en plus, in-ring parlant, je crois que ça va nous donner un match plutôt bien. Ça fait une belle opposition, la Bayley Bayler. Donc je suis plutôt preneur. Et j'attends de voir la suite. J'attends de voir comment ça va se dérouler sur les prochains vendredis, sachant que Backlash se déroule le 16 mai. Donc là, on a quand même encore au moins 3 semaines de booking à voir d'ici là. Donc ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, on en a fini avec la partie féminine de ce SmackDown. Et là, on va revenir vers un retour, puisque après 7 mois de placard, un Hollandais tatoué est de retour dans sa loge, dans sa cave, seulement éclairé par quelques bougies. Cet homme, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Alistair Black, baby! Papy! Ouh! Alistair Black est de retour! Et bah, oui, et qui lit des bouquins, bichelous où il se compare à un dragon et son père, ben, pour faire la fête et ben, il l'amène à des enterrements et tout, c'était un peu chelou, mais bon après voilà, il a reconstruit un petit peu son univers qui s'était sacrément dégradé sur la fin de son précédent run. Bah, je suis content pour lui, je suis content pour lui, a priori il avait été quand même pas mal blessé et du coup il épuisait plus trop de temps pour lui, donc il a profité pour se requinquer. Espérons qu'il soit en pleine forme, et espérons surtout qu'il trouve sa place, hein, parce que putain, pour s'imposer à SmackDown chez les garçons, va falloir y aller mon garçon, hein. Là, il y a du level, hein, il y a de la concurrence, on a déjà parlé de tous les gars qui sont là, ce soir. Il y a un peu enfin, si tu rajoutes en plus des Nakamura, des Corbin, le Baron, puis j'en oublie d'autres et Aleister Black, il va falloir qu'il trouve sa place, mais je suis content pour lui en tout cas qu'il revienne. Alors, il est repackagé quand même, hein, puisqu'effectivement, pendant ce segment, il est assis, comme je l'ai dit, dans une espèce de loge avec tout un tas de bougies autour de lui. Il nous lit le premier chapitre du livre des Contes du Père des Ténèbres. Et apparemment, sa nouvelle gimmick semble aller vers une sorte de prêtre obscur, sombre, voilà, tout en portant des lunettes des 70s. Oui, Et et voilà, effectivement, comme tu l'as dit, il raconte l'histoire d'un enfant qui, en s'éloignant de son père, devient froid avec lui après plusieurs funérailles. On lui apprend à ne pas se battre avec un dragon, mais justement à devenir un dragon. Et, euh, et voilà, et il nous dit qu'on devrait être condamné pour former les enfants en monstres. Donc j'ai bien l'impression tout de même qu'on nous le package en heal déjà, le Alistair Black. oui, pour moi il reste heel, bah, il était parti heel de toute façon, hein, mais il resterait Oui, heel. Mais voilà, encore une fois, en heel, bah, tu Reigns, tu Zayn, tu Cruz, tu Corbin, tu Otis, non je déconne. Bah, il va falloir qu'il s'impose, il y a de la concurrence. Rollins, bien sûr, il y a Rollins. Lui, Rollins. ouais, il y a Rollins, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est clair qu'il va avoir du taf pour s'imposer, quelle que soit la picture qu'il choisit, hein, que ce soit l'Intercontinental ou le Main Event. Ça va être compliqué de faire sa place. Je sens bien dans un premier temps peut-être comment dire ça, une feud de transition peut-être. On va lui mettre le premier d'abord peut-être un premier adversaire pour se réintégrer dans la mid-card. Et puis après, on verra vers quoi il se lance. En tout cas, moi, je suis super content de revoir l'Européen. Voilà, après tous ces mois d'absence. C'est vraiment cool qu'il n'ait pas subi déjà la charrette du mois d'avril, qu'il l'ait gardé et en plus qu'il cherche à le repackager, c'est quand même bon signe. Ça veut quand même dire qu'ils ont confiance en lui, qu'ils veulent en faire quelque chose. Donc, le seul truc qui me fait un petit peu coincer, c'est que finalement, je trouve que même s'il est un petit peu repackagé, on retourne quand même un petit peu dans ce qu'il nous a fait pendant très longtemps à son arrivée dans le main roster, c'est-à-dire je fais des segments vidéo,
dans un endroit sombre et je parle seul face cam. Bah, on connaît déjà de sa part ce genre de truc. Voilà, la seule chose qui m'inquiète, c'est que ces fameux packages vidéo, la première fois, ça avait duré plusieurs semaines avant qu'il commence à se passer véritablement quelque chose in-ring. J'espère que ça va pas être trop le cas et qu'on va pas repartir pour 2 ou 3 mois, ou en tout cas, on va dire, allez, jusqu'à Money in the Bank, tu vois, en le gardant dans sa cave, quoi. Bon, en tout cas, moi, je pense que jusqu'à Backlash, on ne verra pas catcher, je suis presque sûr. On verra peut-être après, mais je pense qu'effectivement, on est parti pour au moins quelques semaines, vu qu'il a dit en plus que c'est le chapitre 20, tu vois? Donc je me dis Oui, chapitre oui. 20, c'est qu'il y aura une suite et puis mine de rien, c'est pas un truc qu'ils ont décidé de faire ça 5 minutes avant parce qu'il était super chiadé quoi, le segment vidéo avec un espèce de petit dessin animé et tout. Ouais, Donc ouais, ouais. je pense qu'ils investissent sur le truc. Alors après, je sais pas si ça donnera quelque chose, heu, pour lui, faut espérer. S'ils prennent le temps de faire un dessin animé, tout ça, c'est qu'il y a peut-être un truc sympa derrière. Mais en tout cas, il était très, très bien fait son segment. Ouais, ouais, il y avait un gros travail vidéo. Effectivement, je te rejoins sur tout l'espèce de dessin animé qui nous a été passé tout au long du truc. C'était pas très très long, mais c'était efficace et on sentait effectivement que c'était quelque chose de bossé, qui se sont pas dit à la dernière minute, oh tiens, on fait un segment vite fait avec Alistair là, parce que bon, ça serait peut-être bien de le relancer quand même. Donc non, non, on sent que c'est travaillé, donc du coup ça augure de bonnes choses. Allez, Yep. on quitte là-dessus notre Hollandais préféré. Et on va passer à ce qui sera le main event catchesque hein, de la soirée. Et ça va être un tag team match entre deux équipes qui sont à la bagarre pour le titre de number one contender également. Tout simplement les Los Mysterios, Rey Mysterio et Dominique Mysterio qui affrontent les Alpha Academy. Eh bien, messieurs, nous n'aurons pas, messieurs, mesdames, nous n'aurons pas un match de 2 ou 3 minutes, puisque nous allons avoir à nouveau un match de 10 minutes 30. Voilà, 4 matchs durant ce SmackDown, et à part, hormis le squash, on va dire vite fait, de Nia Jax par Tamina, bah, les 3 autres matchs auront délivré la marchandise. Euh, alors là, ça va être. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un super match. J'ai beaucoup aimé les tenues de Ray et de son fiston. D'ailleurs, le fiston va nous gratifier d'une espèce de prise là où il va glisser, alors comme à l'image de son père, mais il va glisser du Reviens, ring tonton. au ringside, Chad Gable. Ah là là, je crois que notre ami Papy a quelque chose sur le feu. Donc je continue mon play-by-play et va glisser donc sur le ring et va effectuer un espèce de sunset flip contre la barricade de Chad Gable. Grosse ambiance aussi avec Otis qui va venir nous écrabouiller notre Dominique Mysterio sur le turnbuckle et le mec il est tellement enlevé par son élan qu'il va même qui va même cogner Chad Gable au passage, qui va faire d'ailleurs une espèce de grimace quoi. Quand on prend les 150 kilos d'Otis dans la gueule, ça fait du mal. Hein. Et donc du coup un bon match bien enlevé. Je trouve qu'il y a une belle alchimie entre Otis et Gable. Otis, je le dis, je le répète, quand il est comme ça placé dans la mid-card, en plus dans la tag team division, et ben, je le trouve super efficace et je le trouve super agréable à suivre. Les Los Mysterios, vous imaginez bien que je suis absolument fan. Finalement, les Los Mysterios vont réussir, grâce à Rey Mysterio qui va coller son 619, puis un Frog Splash sur Chad Gable. 1, 2, 3. Victoire des Los Mysterios qui commencent à devenir quasiment, définitivement les number one contenders. Ils ont eu aussi une petite interview. Alors, je sais pas, j'ai vu ça plutôt sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas percuté si c'était sur SmackDown, j'ai peut-être pas fait attention. Mais où Ray va expliquer que, bah voilà, pour lui, ça serait un rêve quoi, de réaliser ça, de gagner les ceintures par équipe avec son fils. Ça serait toute une symbolique. Et je suis bien d'accord avec lui. Papy, est-ce que tu nous rejoins, Rey Mysterio, dans cette analyse? En tout cas, je rejoins l'antenne après une petite escapade dans la cuisine. C'est bon, j'ai sorti le cake du four et je Ah, suis on va pouvoir prêt bien de pointer. nouveau. Je fais papy gâteau aujourd'hui, donc c'est pour ça. Ah, Et donc oui, donc bah, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Mysterios se repositionnent bien, même si on a vu les Street Profits qui tournent toujours. Alors, ils me font chier les Street Profits en fait, à tourner autour de la ceinture principale, parce que j'ai l'impression qu'ils sont là en permanence. À avoir droit à être number one contender alors qu'ils catchent, bah, ces derniers temps, ils ont un peu plus catché que d'habitude. Mais je trouve qu'ils parlent plus qu'ils ne catchent, ces gars-là, donc ils me saoulent à être toujours aussi bien placés. Fin de la parenthèse. Les Mysterio, par contre, effectivement, une victoire qui leur fait du bien. En plus, Mysterio avait gagné en solo la semaine dernière.
Donc là, ils enchaînent. On va dire que c'est la low card de la tag team, mais ils sont en haut de la low card de la tag team et donc du coup, bah, ils peuvent peut-être, tenter leur chance sur, le titre, tag team et ça pourrait être sympa. Je suis comme toi épaté, enfin, très content de voir qu'Otis s'épanouit en tag team. Après avoir été perdu là pendant 6 mois à être à une place où on l'avait mis, qu'il ne maîtrisait pas simplement. Là, il donne tout ce qu'il peut qui est bien. Tu parlais des tenues des Mysterio, mais les tenues de l'Alpha Academy sont aussi parfaitement matchées. Là, on avait 2 belles équipes, avec une belle unité de couleurs et des belles combinaisons, des beaux enchaînements. Bah, c'est la tag team division qu'on aime, même si, bah, c'est par contre le choix est un peu chelou quoi, de garder ça en main event catchesque. J'aurais peut-être pensé que ça aurait été le titre intercontinental plutôt. Mais bon, alors c'est vraiment pour chercher une petite chose à redire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'effectivement, sur le placement de la carte, ce Los Mysterios versus Alpha Academy aurait tout simplement pu être mis en milieu de show et on aurait pu nous garder l'Intercontinental pour la fin. C'est vrai que ça aurait pas été déconnant dans l'ordre. Mais au final, comme le match était sympa et qu'on a eu un petit peu plus de 10 minutes et que vraiment tout le monde a été bien mis en avant, moi je trouve que c'est bien. La Tag Team Division à SmackDown, elle est sympa, elle est active. Que les Street Profits, moi ça me dérange moins. Moi je les aime bien, donc ça me dérange moins de les voir continuer à vouloir s'intercaler. Voilà. Tout ça, ça donne de la vie à cette division. C'est plutôt agréable à suivre. Et je trouve qu'ils font du bon taf vraiment avec la division tag team dans le show bleu. Le show rouge ferait bien de s'en inspirer. Suivez mon regard. Mmh. Ah, allez, bah écoute, on finit en beauté. Hein. On finit avec la tête de la table, puisque le show va se terminer avec Cesaro et Daniel Bryan qui vont faire leur entrée, suivi de très près par toute la tribu de Roman Reigns avec Paul Heyman et avec Jey Uso. Et Roman Reigns, bah, il n'est pas là pour déconner, il est là pour annoncer clairement ses intentions. Il va s'adresser à Cesaro de manière assez incroyable, puisque pendant qu'il parle, à un moment, Cesaro est en train de parler et il va gratifier Cesaro d'un shut-up bien sanglant. Et il va demander d'ailleurs, mais qu'est-ce que vient faire encore Cesaro ici? Que jamais il va accepter son challenge parce que tout simplement, selon lui, eh ben Cesaro, il n'est pas de son niveau, quoi. Par contre, il est décidé à lancer un défi à l'American Dragon, à Daniel Bryan, et il va accepter, presque de manière, enfin en tout cas moi ça m'a surpris, il va accepter de défendre son titre universel dès la semaine prochaine face à Daniel Bryan, mais il va y ajouter une stipulation, le Roman Reigns, puisqu'il va expliquer à tout le peuple de catch-up que si Daniel Bryan perd, eh ben, il devra tout simplement quitter SmackDown et quasiment avec l'approbation, l'impulsion de Cesaro, et ben Daniel Bryan va accepter le challenge. Et du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine, un match booké et pas n'importe quel match, puisque nous aurons un Universal Championship entre Daniel Bryan et Roman Reigns, papy. Et oui, grosse surprise, ce retournement de situation de fin de show. Alors j'ai eu très peur parce que quand il a dit qu'il affronterait Bryan, je me suis dit: «Putain, ça y est, ils vont nous foutre un Bryan Reigns à WrestleMania Backlash» et du coup, juste pour allonger la sauce, pour nous faire et rajouter un Cesaro Reigns à Money in the Bank, tu vois? Vraiment pour faire traîner le truc en longueur alors qu'on sait très bien que ça va finir par un Cesaro Reigns. Non, c'est dès la semaine prochaine, on règle l'histoire Bryan Reigns. Enfin, quand je dis on règle, on verra dans quel sens ça se termine. Parce que finalement tout peut arriver, même si j'ai une bonne idée, sur le résultat final et la petite stipulation en plus de dire: «Bah, Bryan, d'ailleurs tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas te dégager si jamais tu perds». Il dit bien: «Tu seras banni de SmackDown», donc c'est Oui. pas tu prends ta retraite ni rien, c'est tu es banni de SmackDown, donc tu peux aller à Raw, tu peux aller à NXT, tu peux aller à NXT UK, tu peux aller à la 205, tu peux aller à l'AEW. Ah non, tu peux pas aller à l'AEW, fais pas le con. Mais par contre, tu ne vas plus à SmackDown, je veux plus voir ta gueule, plus voir ta donc du coup, je pense que ça sous-entend aussi bien en tant que catcheur qu'en tant que general manager, qu'en tant que manager, c'était notre discussion de Discord. Moi, je pense que si Bryan perd, effectivement, on le verra plus du tout. Mais bon, du coup, sacrée surprise et du coup, ce main event, il donne envie de voir la semaine prochaine. Ah ouais, ouais, avec un Roman Reigns qui pue le charisme, qu'aura balancé punchline sur punchline pendant finalement toutes ses apparitions pendant ce SmackDown, avec un Cesaro qui sera finalement
malmené, j'ai envie de dire, parce que comment le Reigns va même faire preuve quasiment d'un irrespect absolu pour le Suisse, comment il va le renvoyer dans ses 22 à chaque occasion. Et finalement, on sent que voilà que Roman Reigns, lui, c'est effectivement c'est Daniel Bryan qui veut. Pour l'instant, il considère que Cesaro a pas fait ses preuves finalement. Et il est incroyable, il est impressionnant as fuck. C'est vraiment un Roman Reigns, mais alors, pouah, le mec, mais t'explose tout. D'ailleurs, je le dis tout de suite parce que ça se sent peut-être dans les ratings, puisque ce SmackDown va faire 2 42 000 viewers. Grosse hausse par rapport à la semaine dernière où ils étaient à 1 997 000 dans mes souvenirs. Donc on sent que là, il commence à y avoir de plus en plus de l'effet Roman Reigns, et c'est pas pour rien parce que le chef tribal, vraiment la tête de la table, il est vraiment au-dessus du lot. Et puis, j'ai envie de dire que ça nous annonce, quoi qu'il arrive, un match de grande qualité la semaine prochaine. Et si, en termes de timing, ils ont décidé de nous coller des matchs comme cette semaine, bah, on pourrait peut-être se retrouver avec un Reigns Daniel Bryan de 15-20 minutes. et, Mmh. et là, moi, je signe tout de suite, à vrai dire. Ouais, bah, surtout en plus vu l'enjeu, j'espère que ce sera pas un truc, qui va être, saboté et puis qu'au bout de 5 minutes, il y a une intervention et ça sera annulé, quoi. Enfin, ça peut arriver, hein, ça serait un peu pourri. J'aimerais bien qu'ils aillent au bout de l'histoire et puis que rapidement Cesaro reprenne un peu le flambeau et justement se battre pour, de venger son copain, ça s'écrirait tout seul et puis ça ferait du bien à Cesaro parce que là franchement, tous ces segments-là, ils ont fait beaucoup de bien à Cesaro, je trouve, qui n'a pas eu trop l'occasion de parler, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, dès qu'il parle Cesaro, je trouve que sa hype, elle redescend, en fait. Les deux trois fois où il a commencé à prendre le micro dans la soirée, c'était vraiment je sais plus si c'est dans le mail là ou si c'est au tout début du show quand Brian, non, je crois que c'est là quand, tu as Brian et Cesaro qui sont tous les 2 dans les cordes et puis qu'ils appellent Reigns et donc du coup Brian interviewe un peu Cesaro en disant: «Ah, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il va venir?» et cetera et puis Cesaro répondait mais par contre dès qu'il parlait, c'est et il y a pas du tout il y a pas la pour l'instant, pour moi, il y a pas du tout la diction qu'il faut pour un main eventer, bah, voilà, après on sait que c'est son point faible. Par contre, dès qu'il parle plus et qu'il est dans le ring, là, il dépote. Donc, bah, j'ai trouvé que cette, façon de faire avec Bryan qui parlait à sa place et Roman Reigns qui l'empêchait de parler, bah, c'était tout bénef pour Cesaro parce que du coup, bah, son point faible était totalement masqué et c'était pas plus mal, pour lui et juste à noter parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je crois que c'est au début du show, mais à un moment dans le show, je pense que notre Ray Bryan, pour moi, il nous a fait une petite référence à son copain Samoa Joe parce qu'il nous faisait des «Oh Roman!» un Oui, peu c'est vrai, c'est vrai. à Samoa Joe là qui faisait des OND de mémoire avec, la famille, Styles. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ainsi que va s'achever ce 1131e Friday Night SmackDown. Et c'est ainsi que le papy va vous donner son top, son flop et sa note. Ah, c'est complicado je ouais, c'est mon excuse, hein. C'est compliqué, hein, vous savez. Non, mais le top sans trop de soucis, on va donner ça à la rivalité principale, puis au match comme qui a fait 20 minutes là, c'est suffisamment rare pour être souligné. Une demi-heure de lancement de show à fond les ballons, il y avait rien acheté. Donc ouais, la première demi-heure, prend mon top. Le flop, c'est pas facile à dire, mais je vais le donner, je vais pas le donner aux filles, je vais le donner au booking des filles. La façon, le temps qu'on leur laisse, je trouve qu'on leur laisse pas assez de temps et de place pour, raconter les choses bien et de la même manière qu'on a mis, bah, peut-être 45 minutes, je pense, ce soir de place pour le main event. Ouais. Ce serait bien qu'on leur laisse peut-être 20 minutes, une demi heure la semaine prochaine ou la semaine d'après pour, vraiment qu'elles développent quelque chose et puis qu'elles, nous fassent un petit fil rouge féminin, un main event féminin, enfin, voilà la semaine prochaine, ça va être compliqué parce qu'il y a le Reigns Bryan, mais peut-être la semaine d'après, ce serait bien de vraiment leur redonner du temps d'antenne et essayer de travailler un peu plus le fond de l'histoire parce que là, c'est vraiment trop bâclé par moment, quoi. Et ma note, bah, je suis bien content. J'ai une pensée pour Irem, j'ai une pensée pour Ringside, j'ai une pensée pour Raphaël. Je crois que j'ai fait le tour de ceux qui ont commenté, tous les weekly depuis, WrestleMania qui étaient tout pourris. Bah, on a enfin un bon weekly, Oui. depuis WrestleMania, ça fait vraiment plaisir et donc moi, je vais lui donner une bonne note, même une très bonne note, je vais lui donner un 3,5. Ouh! Ah, ça fait plaisir. Eh ben, écoutez,
Peuple de catch-up, je vais continuer dans le plaisir et dans le bonheur, puisque moi j'ai énormément aimé ce SmackDown, vraiment le meilleur, comme tu l'as dit, weekly depuis l'après WrestleMania, mais alors vraiment pas photo quoi. Et j'ai même du mal à donner un flop parce que je suis peut-être un petit peu moins sévère que toi sur les filles, malgré qu'effectivement Bailey, ça arrive un peu comme ça sur un cheveu sur la soupe et puis bim bam boum, elle se balance dans la title picture. Mais après tout, je la trouve legit, donc j'ai pas grand chose à redire à ça. Euh, je crois que je vais juste marquer le coup en donnant mon flop au roll-up dégueulasse de la fin du match de Tamina et Nia Jax. Alors là, vraiment, les deux. Alors, elles avaient que 2 minutes 35 de match, donc elles auraient quand même pu essayer de se démerder pour nous faire un finish un peu propre. Et vraiment, alors, si vous revoyez les images, mais vraiment, c'est une catastrophe ce finish. Et vraiment le roll-up le plus pourri que j'ai vu depuis au moins 6 mois. Donc vraiment, non, 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 ça c'est pas possible. Et puis, bah écoute, j'aurais eu envie comme toi de mettre mon top à tout ce qui se passe autour du main event. Match vraiment, en plus puis on a eu 3 matchs super, quoi, vraiment l'intercontinental, le tag team euh, avec le Los Mysterios, le tag team avec les main eventers. Donc tout ça, c'était du top. Mais je vais garder mon top pour le retour de notre Hollandais tout tatoué. Je suis archi satisfait de retrouver Alistair Black. J'ai été tellement inquiet pour lui pendant plusieurs mois à me demander quand la charrette d'avril est arrivée. Je pensais bien qu'il allait pas y échapper. En plus, tous les problèmes qu'il y avait eu liés à sa compagne, en l'occurrence Zelina Vega. Donc vraiment, j'étais vraiment dans l'inquiétude pour notre Alistair Black et le fait de le voir revenir et être assuré qu'il va être dorénavant présent à l'antenne pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je trouve que c'est super. C'est toujours une bonne nouvelle pour le catch européen. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je lui donne mon top. Vous l'avez bien compris, peuple de catch-up, ce SmackDown m'a particulièrement enthousiasmé. Et moi, je vais péter de la note qui pète grave, puisque moi, je vais tout simplement lui mettre un 4 à ce SmackDown. Boum! Bam, bam, bam! Bang! Voilà, c'est comme ça, on est comme ça à catch-up. Quand un show nous plaît, on fait pas les choses à moitié. Ça nous donne un 7,5 sur 10 à nous deux. Donc, mon cher papy, je pense que là, on est dans des sphères très très hautes. Très, très haute et sachant que de toute façon, je pense que c'est pareil pour toi, mais on a toujours tendance à descendre un peu nos notes par rapport au Thunderdome, en fait et j'imagine ce Oui, type de show devant le public, alors là, ça aurait été, explosion nucléaire, là. ouais, et puis c'est bien entre les retours. On a effectivement Reginald qui est revenu, Alistair Black. On a Seth Rollins qui vient s'installer dans le main event. On a cette espèce de groupe là, comme je le disais au préalable, au niveau de l'Intercontinental Championship. La Tag Team Division est super vivante. Bref, il se passe plein de trucs à SmackDown, quoi. Et c'est intéressant à suivre. Euh, tout ça en plus enrobé avec tout un tas de catcheurs bien talentueux parce que dans l'intercontinental, mine de rien, avoir Kevin Owens, Sami Zayn, Big E, ouais, Apollo, et avec le commandant Tazis Mmh. qui est le rookie hein, finalement de cette année. Ouais, ça augure plein de trucs sympas pour SmackDown. Donc vraiment, non, non, vraiment super satisfait. Et ouais, je me suis pas ennuyé une minute pendant ce show bleu. On était vraiment dans le monde merveilleux Ouais et du puis show tu vois, c'est bleu. même pas la Et peine ça, forcément de ça fait du rebattre les bien. cartes, de tout remélanger tout ça parce qu'on a du Reigns et Bryan qui étaient déjà ensemble, Rollins et Cesaro qui étaient déjà ensemble, Zayn, Owens qui étaient déjà ensemble, Big E, Apollo qui étaient déjà ensemble, mais le fait juste de faire des segments un peu dynamiques où les gens se croisent, se décroisent et puis tu as une histoire qui est racontée tout au long du show, bah, voilà, tu redonnes un petit coup de peinture là sur les rivalités et ça devient tout de suite plus intéressant et c'est un peu ce qui a manqué là depuis WrestleMania, c'est que pour l'instant, ils se basaient juste en disant: «Bon voilà, tu A qui affronte B» et on sait pas pourquoi, puis voilà. Puis ils cherchaient même pas à donner un petit peu de contenu quoi. Là, il y a vraiment eu un gros effort sur le contenu et sur l'enrobage des rivalités.
Tout à fait. Mais vraiment, puis voilà, puis Roman Reigns, quoi. Roman Reigns qui éclabousse tout le truc. Il a son t-shirt, on n'en a pas parlé, mais il a un t-shirt assez incroyable, quoi, avec où il s'est quand même offert le luxe de faire l'impression de son pin, de son tombé sur Edge et Daniel Bryan à WrestleMania, quoi. C'est Ouais. quoi? C'est Staxem, qu'est-ce qu'il a écrit dessus? Je l'ai même plus en tête là. Mais vraiment, enfin, Attends, on va le retrouver. Mais effectivement, ah, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il dit à Brian, il dit: «Regarde sur mon t-shirt, toi, t'es là, Fred. Toi, t'es celui du bas, celui qui se fait péter la gueule, celui qui est le deuxième à se faire piner». Donc c'est smash them, stack them, pin them, pin them. exactement, ouais. En fait, il l'a tweeté, notre ami Roman Reigns, quoi, en mettant The most dominant victory in WrestleMania main event history ever. Smash them, stack them, pin them. Bam! Ah, Ah! Et comme il utilise Twitter, Roman Reigns, eh ben, vous savez quel est son compte favori? Eh bien, c'est le compte de la Team Catch-Up. Et il a oui, raison. mais cet homme a raison, parce que vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, @catchupcdc, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour tout ce qui concerne les écoutes audio, Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, la version vidéo sur YouTube, actionnez la cloche, abonnez-vous et surtout, laissez des commentaires. Et puis, si vous n'en avez pas fini, vous pouvez toujours venir faire un petit tour sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Mon papy, nous sommes arrivés au bout de ce monde merveilleux du show bleu. Je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans cette périlleuse mais formidable aventure de la review de SmackDown. Ben, merci pour l'invitation. Effectivement, c'était une review aussi merveilleuse que le show que nous avons regardé. Et ça fait toujours plaisir. Peuple de Zizir. Catch-Up, vous pouvez également tout de suite aller retrouver sur tous les bons réseaux que je vous ai indiqués, parce que à Catch-Up, on bosse tout le temps. Hein. Donc, vous avez en ligne la review de Monday Night Raw. Vous avez également en ligne la review du weekly de NXT. Je crois qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous serez totalement au point avec la team Catch-Up. C'est sur ces mots qu'on va vous laisser. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Et salut peuple de catcheurs. Alors papy, il fait des cakes pendant les reviews. Et voilà, j'ai démoulé mon cake pendant la review. Si c'est pas la classe. Top class. Master class.